L'amiral Marcus Hay poussa la porte de la salle de conférence du JSOC, s'attendant au calme silencieux qu'il trouvait toujours avant le lever du soleil. Au lieu de cela, il s'arrêta net. Une femme seule était assise à la longue table polie. Le lieutenant Riley Ward, début de la trentaine, vêtu d'un uniforme simple du renseignement, sans écusson, sans grade visible et sans aucune raison de se trouver dans une salle destinée aux dirigeants. Pourtant, elle était là, démontant calmement un M-Sen, cette barrette éprouvée au combat, comme s'il était une extension de ses propres mains. Les pas ralentirent dans le couloir alors que les officiers qui passaient l'apercevaient. Quelques chuchotements flottèrent dans l'air. Quelqu'un eut un sourire en coin. Un autre marmonna. Qu'est-ce qu'une gratte-papier du renseignement fait avec ce monstre? La voix de Hay traversa net la pièce. « Lieutenant, pourquoi êtes-vous ici ?» Riley ne tressaillit pas. Elle ne leva pas les yeux. Elle continua de travailler avec une précision calme et régulière qui ne correspondait ni à son grade, ni à son uniforme, ni à l'histoire que racontait son dossier personnel. Hay fit un pas de plus, et en ce seul instant, il vit quelque chose dans ses mains. Quelque chose qui n'appartenait à aucun lieutenant du renseignement ordinaire. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer ces histoires vraies de courage. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Le lieutenant Riley Ward ressemblait au genre de personne que les gens négligeaient sans même essayer. Un uniforme simple du renseignement de la marine. Pas d'écusson de combat, pas de grade visible sous le col de son maillot de corps. Pas de médaille, pas d'arrogance, aucun signe de quelqu'un qui avait un jour dépassé le cadre d'un bureau. Pour la plupart, elle semblait oubliable, le genre d'officier subalterne qui se fondait dans l'arrière-plan du JSOC sans laisser la moindre ombre derrière elle. Mais plus l'amiral Marcus Hay l'observait, plus il remarquait la seule chose qu'elle ne pouvait pas cacher, l'intensité silencieuse de ses mouvements, le calme chirurgical de ses mains et l'immobilité de quelqu'un qui avait vécu bien plus près du danger que son uniforme ne l'admettait. Hay était dans les opérations spéciales depuis plus de 4 décennies. Il avait commandé des équipes SEAL en Irak, en Afghanistan, dans la Corne de l'Afrique et dans trop d'endroits sans nom pour les compter. Il avait enterré des amis, sauvé des inconnus et appris à lire les gens en quelques secondes. C'était quelque chose que le temps gravait en vous, la capacité de sentir quand quelqu'un n'était pas ce qu'il prétendait être. Et la femme devant lui, assise seule avant l'aube, démontant un barrette calibre 50 comme si elle époustait un vieil ami, elle n'était pas ce que disait son dossier. Il souleva sa fiche personnelle du dossier qu'il avait apporté. Propre, bien rangé, presque suspectement simple. Division d'analyse du renseignement naval affectée au JSOC il y a 8 mois. Pas de déploiement, pas de qualification longue distance. Pas de spécialité en armement. Rien, absolument rien n'expliquait pourquoi elle manipulait une arme plus lourde que certains marines avec le genre de grâce que la plupart des tireurs n'atteignaient jamais en une vie. Riley ne parla pas. Elle n'essaya pas de se justifier ou de défendre la raison pour laquelle elle avait un M107 usé par la guerre sous la table. Elle continua simplement son travail. Mouvement lent, fluide, efficace. Une expiration silencieuse avec chaque pièce qu'elle mettait de côté. Elle ne regarda pas les officiers qui chuchotaient dans l'embrasure de la porte. Elle ne tressaillit pas aux commentaires sournois qui glissaient depuis le couloir. Même lorsque les gens ricanaient, l'analyste jouait encore au sniper. Elle restait composée, presque détachée, comme si leurs opinions n'étaient rien de plus que du vent passant devant une fenêtre fermée. Cette immobilité mettait les gens mal à l'aise. Elle rendait Hay curieux. Il s'approcha, observant ses mains, les traces de doigts sur le récepteur. Les légères piqûres le long du canon usé par des tempêtes de sable qu'aucune arme restée au pays n'avait jamais enduré. La ligne subtile d'usinage personnalisé le long de la bouche du canon. Un travail qu'il n'avait pas vu depuis des décennies. Un travail que seuls les maîtres artisans et les tireurs d'élite de la vieille école savaient faire. Des techniques presque éteintes. Quelque chose ne collait pas. Quelque chose clochait. Ou plus précisément, quelque chose était caché. Riley fit enfin une pause pour attraper un chiffon, et elle remarqua un autre détail. Un carnet de terrain à côté de son équipement. Les bords effilochés, la couverture tachée, les pages gonflées par une humidité qui semblait être celle du désert, cuite en elle par des années d'utilisation intensive. Aucun officier du renseignement ne portait une chose pareille. Pas à moins d'avoir passé du temps dans des endroits qu'aucune carte ne montrait publiquement. Il jeta un coup d'œil vers la porte alors qu'une silhouette familière entrait. Le maître principal Donovan Brigg, milieu de la cinquantaine, une cicatrice sur la mâchoire venant de Somalie. Les yeux perçants comme un faucon.
L'homme avait formé la moitié des tireurs longue distance des opérations spéciales pendant les années 90 et 2000. Briggs se figea au moment où il vit le fusil de Riley. Il ne s'adressa pas à elle. Il s'adressa à l'arme. Nom de Dieu, qui vous a appris à régler un canon comme ça? Riley ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Ses mains l'avaient déjà fait. Le capitaine Lauren Keating entra ensuite, commandante du groupe de développement de la guerre spéciale. Une posture nette et stratégique même avant le lever du soleil. Elle scanna la pièce. Aïe, Briggs, Riley, le fusil. Et quelque chose dans son expression changea. Une lueur de reconnaissance peut-être, ou de suspicion. Mais elle garda le silence, attendant que Aïe parle en premier. Il retourna son dossier personnel et tapa sur la page d'un doigt. Votre dossier dit renseignement. Vos mains disent tout autre chose. Alors, je vais vous demander à nouveau, lieutenant, que faites-vous exactement ici? Riley croisa son regard pour la première fois. Pas de peur, pas d'attitude, juste une acceptation calme, comme si elle savait que ce moment arriverait tôt ou tard. Elle ne mentit pas. Elle ne se proposa pas non plus de donner des détails. Elle dit simplement « Je nettoie mon fusil, monsieur ». Et d'une certaine manière, cette réponse était la partie la moins crédible de toutes. L'amiral Aïe ne laissa pas le silence s'étirer longtemps. Il voulait des réponses et il les voulait maintenant. Mais chaque fois qu'il insistait, Riley n'offrait rien de plus que le strict minimum, des réponses factuelles et nettes qui ne révélaient rien et cachaient tout. Qui vous a autorisé à apporter cette arme ici? Elle a été transportée avec mon équipement réglementaire, monsieur. Pourquoi avez-vous un M107 de toute façon? Il m'a été assigné. Assigné par qui? Canaux opérationnels, monsieur. Pas un tremblement dans sa voix, pas une lueur d'hésitation, juste des réponses propres et précises qui ne lui donnaient absolument rien à travailler, et cela ne fit que resserrer le nœud dans l'estomac de Aïe. La nouvelle se répandit vite. Au moment où Riley sortit dans le couloir avec Aïe derrière elle, plusieurs officiers s'étaient déjà rassemblés en un demi-cercle lâche, la curiosité se mêlant à l'amusement. Le lieutenant Connor se tenait au centre, les bras croisés sur sa poitrine comme s'il regardait un numéro de cirque dont il connaissait déjà la fin. Et était un fier sniper SEAL, 9 ans de service, décoré, bruyant et douloureusement confiant en ses propres capacités. Il jeta un coup d'œil à l'étui à fusil de Riley et aboya un rire. Les gamins du renseignement ne reconstruisent pas des calibres 50, dit-il assez fort pour que tout le monde entende. Ce truc va la renverser. Des rires éclatèrent. Les téléphones sortirent. Quelqu'un marmonna. Ça va aller sur le chat de groupe ce soir. Quelques-uns essayèrent de l'enregistrer ouvertement. D'autres firent semblant de ne pas le faire, mais tout le monde savait qu'ils enverraient les clips avant le petit déjeuner. Riley ne dit pas un mot. Elle ne leva pas la tête. Elle absorba simplement le bruit comme s'il s'agissait de la météo. Bruyant, irritant, mais inoffensif. Son silence ne se lisait pas comme de la peur. Il ne se lisait pas comme de la honte. Il se lisait comme quelque chose de bien plus troublant. De l'endurance, comme si elle avait entendu bien pire dans des endroits bien plus rudes. Aïe le remarqua. Briggs le remarqua. Et même Keating fit une pause, observant Riley comme un joueur d'échecs étudie un nouveau coup surprenant. L'amiral s'interposa finalement entre elle et la foule grandissante. « Lieutenant, dit-il, la voix tranchante. Si vous avez fini de faire le beau, nous nous dirigeons vers le stand de tir. » Et eut un sourire en coin. « Pourquoi faire, monsieur? On teste si elle peut le soulever sans tomber? » Quelques officiers ricanèrent. Aïe ne prit pas la peine de répondre. « Ward, avec moi. » C'était tout. Le groupe suivit. Certains marchaient par pure curiosité. D'autres venaient parce que la moquerie est divertissante quand on est convaincu que l'histoire se termine par une chute. Et certains, un très petit groupe, suivaient parce que quelque chose dans son calme les troublait, parce que les gens qui ne craignent rien ont leur raison. Le stand de tir longue distance du JSOC s'étendait avec des plaques d'acier à des distances mesurées. Le soleil du matin n'avait pas encore percé l'horizon, laissant la vallée dans un gris pâle. Un vent de travers roulait bas sur le sol, assez pour faire réfléchir la plupart des tireurs avant de pousser leurs armes. Riley ne regarda pas la foule qui se rassemblait derrière elle. Elle ne regarda même pas Aïe, qui se tenait les bras croisés et l'ego gonflé, attendant son embarras. Les conditions du stand sont imprévisibles, dit-il au groupe. 800 mètres pourraient être trop pour sa première fois. Quelques rires ondulèrent derrière lui. Aïe les ignora et croisa les bras. « Ward, quand vous êtes prête ?» Riley s'agenouilla
extraya son M107 avec la même révérence que quelqu'un pourrait utiliser en déballant un drapeau, et s'installa sans mouvement inutile. Pas d'ajustement superflu, pas d'hésitation, juste une efficacité calme. Elle s'avança, la voix dégoulinante de sarcasme. Elle va rater la première cible à 8 cents. Riley ne répondit pas. Elle ne regarda même pas dans sa direction. Elle chargea une seule cartouche, ferma la culasse, se cala sur la crosse. Sa respiration ralentit. Son doigt reposa doucement, presque tendrement, le long du cadre, et puis elle tira. Un craquement profond et roulant frappa l'air. La poussière se souleva. La plaque d'acier à 800 mètres sonna comme une cloche d'église. Quelqu'un derrière et siffla bas. Riley ne réagit pas au bruit. Elle tendit simplement la main pour sa prochaine cartouche. Elle l'observait avec des yeux plissés. Elle n'était pas chanceuse. Elle ne devinait pas. Ses mouvements étaient trop propres, trop confiants, trop exercés. Elle tira à nouveau. 1300 mètres. Un autre impact parfait. Et changea de pied d'appui. Son sourire confiant vacilla. Elle a eu de la chance 2 fois, marmonna-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Riley tira une 3e cartouche. 1800 mètres. L'acier sonna encore, en plein centre. Cette fois, les rires ne vinrent pas. Des chuchotements les remplacèrent. C'est quoi ce bordel? Aucun officier du renseignement ne tire comme ça. Qui l'a formée? Est-elle vraiment du renseignement? Riley ne regarda aucun d'eux. Elle ne sourit pas. Elle ne jubila pas. Elle continua simplement son travail comme si elle était seule, comme si le monde derrière elle n'existait pas, et essaya de sauver sa fierté. « Monsieur, ça ne veut rien dire. N'importe qui peut répéter sur ces distances. C'est juste de la politique de toute façon. Probablement une pression liée au genre. » Briggs se tourna vers lui si brusquement que s'arrêta au milieu de sa phrase. « Vous pensez que le genre l'a aidé à placer ses tirs? Ou peut-être que vous n'aimez simplement pas voir quelqu'un de la moitié de votre taille gérer le recul mieux que vous. » Elle devint rouge. Keating ne dit rien, mais son expression avait changé. Elle n'avait plus l'air amusée. Elle avait l'air intriguée. Elle gardait ses yeux sur Riley. Plus elle tirait, plus il devenait soupçonneux. Non pas parce qu'elle était bonne, mais parce qu'elle était trop bonne. Ses corrections étaient minuscules, exactes, ajustées en fractions que seule une personne avec des années d'expérience au combat pouvait prédire. Elle ne tirait pas comme un officier du renseignement. Elle tirait comme quelqu'un qui avait un jour vécu avec un fusil pendant des mois d'affilée. Le silence s'installa sur le stand alors que la fumée se dissipait. Riley resta stable, respirant calmement comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Mais pour tous ceux qui regardaient, cela en avait. Cela changeait tout. Et maintenant, la question planait lourdement dans l'air du matin, non dite, mais impossible à ignorer. Qu'auriez-vous fait à ce moment-là? Seriez-vous resté silencieux, ou auriez-vous demandé qui elle était vraiment? Riley remballa son fusil avec la même précision calme qu'elle avait montrée en tirant. Pas de théâtre, pas de fierté, aucun indice montrant qu'elle savait que la foule derrière la fixait comme s'il venait d'être témoin de quelque chose d'impossible. Elle bougeait avec cette même stabilité tranquille, le genre qui suggérait qu'elle portait bien plus d'histoire que son dossier personnel ne l'admettait. Briggs s'approcha un peu plus, observant la façon dont ses doigts s'enroulaient autour de la poignée du fusil alors qu'elle le soulevait. Le contrôle par pression inversée qu'elle utilisait était si subtil que la plupart des tireurs ne le reconnaîtraient pas, mais Briggs le fit. C'était une technique enseignée presque exclusivement aux tireurs d'élite éclaireurs des marines et aux spécialistes longue distance de la Devrue. Les tireurs qui vivaient dans la terre apprenaient à combattre avec le fusil au lieu de laisser le recul dicter le tir et s'entraînaient jusqu'à ce que l'instinct remplace la pensée. Les officiers du renseignement ne tenaient pas les fusils comme ça. Riley ajusta légèrement l'arme, révélant les faibles lignes d'usinage près de la bouche du canon. Le souffle de Briggs se coupa un instant. Il connaissait ce motif, vieux, presque éteint, le genre de méthode de précision qu'il n'avait vu qu'une seule fois dans toute sa carrière. Et l'homme qui l'utilisait avait été une légende dans leur monde. Un sniper si doué que les jeunes opérateurs traitaient son nom comme une histoire au lieu d'un souvenir. Briggs ne dit rien. Pas encore. Mais quelque chose dans sa posture changea. La moquerie s'évapora. Il l'étudiait maintenant, il ne doutait plus d'elle. Le capitaine Lorraine Keating les rejoignit sur le pas de tir, les bras croisés, les yeux plissés avec une attention qu'elle n'avait pas montrée plus tôt. Elle ne regardait pas le fusil de Riley. Elle fixait Riley elle-même, plus spécifiquement le nom imprimé sur le coin du carnet de terrain usé posé à côté de son équipement. Ward. Keating connaissait ce nom.
Elle l'avait vu il y a des années dans un rapport après action de Fallujah, un nom lié à un sniper de reconnaissance des marines qui avait traîné des hommes blessés hors d'une rue où personne ne survivait. Un homme dont la mort avait frappé les opérations spéciales plus durement qu'il ne l'admettait. Elle ne verbalisa pas le lien. Pas encore. Elle s'approcha alors que Riley passait le fusil sur son épaule. Pendant une brève seconde, alors qu'elle ajustait la sangle, son col bougea, révélant une cicatrice fine et pâle traçant une diagonale sur le haut de sa poitrine. Ce n'était pas récent. Ce n'était pas accidentel. C'était le genre de marque que les snipers gagnaient en rampant sur des crêtes de schiste où la roche tranchait tout ce qu'elle touchait. Seules les personnes qui avaient rampé sur le ventre sous le feu portaient des cicatrices comme ça. Le travail de renseignement ne vous donnait pas ça. La suspicion de Haï s'approfondit. Il avait passé trop d'années autour de guerriers qui perfectionnaient leur art par la douleur et la nécessité. Riley bougeait comme l'un d'eux. Elle respirait comme l'un d'eux. Elle réagissait comme l'un d'eux, et elle portait cette cicatrice comme si elle l'avait gagnée bien avant que le JSOC ne l'enregistre dans un système. Elle tendit la main vers son carnet ensuite, et elle remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu avant. Des grains de sable beige incrustés en permanence le long des bords des pages, fusionnés dans le papier comme s'ils étaient là depuis des années. Il en frotta un peu sur son pouce. Pas du sable local, pas du sable d'entraînement. Du sable fin et léger du désert, du sable syrien, le genre qui s'accrochait à tout. Uniforme, équipement, couverture, carnet. Après des nuits passées sur des lignes de crête à attendre qu'une cible de haute valeur sorte à découvert, la suspicion de Haï se transforma en certitude. Briggs se plaça finalement à côté de lui et baissa la voix. « Monsieur, je connais ce travail sur la bouche du canon. Et ces lectures du vent. C'est de l'artisanat de la vieille école. Le genre qu'on a arrêté d'enseigner il y a des décennies. » Haï ne répondit pas. Briggs expira lentement. Celui qui l'a formé était l'un des nôtres. Les mots avaient du poids. Une vérité lourde et silencieuse. Le genre qui s'installait dans la pièce comme de la poussière. Riley ne réagissait à rien de tout cela. Elle restait simplement là, fusil en main, visage illisible, mais la pièce autour d'elle avait changé. L'atmosphère semblait plus tendue. Les officiers qui avaient ri plus tôt chuchotaient maintenant dans l'incertitude. Elle observait avec un mélange de frustration et d'autres choses. Peut-être de la peur, peut-être de l'envie, peut-être la réalisation accablante qu'il avait sous-estimé quelqu'un qu'il n'aurait pas dû. Keating gardait les yeux fixés sur le nom sur le carnet. Haï observait la posture de Riley, trop contrôlée pour quelqu'un qui travaillait derrière des écrans. Briggs étudiait son fusil comme s'il s'agissait d'un message écrit dans l'acier. Quelque chose clochait, quelque chose était caché, quelque chose de lourd. Riley Ward n'était pas qui elle semblait être. Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée au JSOC il y a des mois, les gens autour d'elle commençaient à le sentir. La salle de briefing semblait plus petite qu'il y a une heure. Haï se tenait en bout de table, les mains jointes derrière le dos, les émotions illisibles. Riley se tenait à quelques mètres, son expression calme et pas insouciante. Une acceptation tranquille comme si elle savait déjà ce qui allait arriver. Briggs s'attardait près du mur du fond, les yeux vifs, l'étudiant comme un historien étudie une relique qu'il pensait que le monde avait perdue. Elle était affalée dans une chaise, feignant une confiance qu'il ne ressentait plus tout à fait. Haï tapa légèrement sur la table. « Lieutenant Ward, équipez-vous. Nous retournons au stand de tir. » Elle fronça les sourcils. « Pourquoi faire? » Elle a déjà? Haï ne le regarda pas. Nous allons à 2300 mètres. Une pause lourde s'installa dans la pièce. 2300 mètres n'était pas un simple test. C'était un seuil que seule une poignée de tireurs dans les opérations spéciales avaient jamais franchi dans des contextes contrôlés, et seule une fraction l'avait fait sous pression. Riley ne discuta pas. Elle ne demanda pas pourquoi. Elle hocha simplement la tête une fois. Quelques minutes plus tard, le groupe se déplaçait à travers la base vers le complexe longue distance. Le soleil matinal avait commencé à se lever, peignant un or doux à travers la vallée. Mais l'air semblait tendu, presque cassant, comme si la vérité attendant de faire surface avait un poids. Lorsqu'ils atteignirent la ligne de tir, Riley déballa tranquillement son fusil à nouveau. Pas de théâtre, pas d'hésitation. Elle ajusta sa position avec le même souffle calme et délibéré qui avait déclenché toute cette confrontation. Briggs observait attentivement. Ses yeux n'étaient pas sur l'arme. Ils étaient sur ses mains. Riley étudia le mirage d'abord, traçant des courants invisibles avec son regard. Elle avait l'air de lire l'air, pas de deviner. Elle scanna la crête, puis la vallée, puis la façon dont la poussière roulait en minuscules spirales près du sol.
Elle ne jeta pas d'un coup d'œil au moniteur numérique devant de travers aux flux atmosphériques. Elle les ignora complètement. Elle le remarqua. Elle le remarqua. Tout le monde derrière elle le remarqua. Elle voyait le vent de la façon dont seule une poignée de snipers dans le monde pouvait le voir. Pas comme des chiffres, mais comme un comportement. Elle toucha enfin son cadran d'élévation. Juste un léger ajustement. Briggs fronça les sourcils. La correction contredisait la lecture numérique d'une bonne valeur quart. Puis elle ajusta à nouveau. Un demi-millième à droite, un autre cheveu vers le haut. Et ricana. Elle compense mal. Les instruments disent. Briggs leva une main sans le regarder. Le maître principal ne ricanait pas. Il fixait parce que les corrections qu'elle faisait n'étaient pas aléatoires. Ce n'était pas de la chance. Elles étaient familières, anciennes, presque éteintes. Une façon de lire les couches de vent enseignée seulement par un petit groupe d'opérateurs au début des opérations spéciales modernes, bien avant les applications balistiques et les ordinateurs avancés. Un artisanat transmis un tireur à la fois. Briggs chuchota, stupéfait. Je n'ai pas vu ces corrections depuis. Il ne finit pas la phrase. Riley cala sa joue contre la crosse, le souffle doux. Le stand tomba dans le silence. Et força un rire pour couvrir la tension montante dans sa poitrine. Elle aura de la chance si elle effleure la plaque à cette distance, mais sa voix se brisa sur le dernier mot. Riley expira lentement. Une longue inspiration. Son doigt se resserra. Le fusil tonna à travers la vallée. Le temps sembla s'étirer. La balle dériva vers le haut, disparut dans le chatoiement de la chaleur et commença son long arc vers le bas. 5 secondes. 6, 7. Briggs se pencha. 8, 9. Un tintement métallique résonna faiblement à travers la vallée. En plein centre. Pendant un moment, personne ne bougea. Personne ne respira. Puis tout d'un coup, le monde bascula, mais pas avec des célébrations. Pas avec des applaudissements. Avec le silence. Un silence épais, lourd, stupéfait. Et regardait droit devant, la mâchoire serrée, la gorge nouée. Sa confiance, l'arrogance qu'il portait comme une armure, se fissura, non pas brisée, non pas disparue, mais assez brisée pour laisser l'humilité s'infiltrer. Elle garda sa voix égale. Lieutenant Ward, ça suffit. Je veux la vérité maintenant. Riley se leva lentement, le fusil bercé dans ses bras. Son expression ne changea pas. Pas de peur, pas de victoire, juste l'acceptation. Elle regarda Aïe et dit calmement, « J'ai réussi un tir en Syrie. » Et cligna des yeux. Quel genre de tir? Riley soutint son regard. 2840 mètres et des poussières. Je ne me souviens pas de la décimale exacte. Chaque personne sur ce stand se figea. Elle sentit une étrange pression froide dans sa poitrine. Il connaissait ce nombre. Il se souvenait des disputes classifiées, des analystes insistant sur le fait que le tir était impossible, des comités qu'il appelait une anomalie statistique, des départements qu'il avait enterrés par peur que le reconnaître ne perturbe la doctrine, et maintenant le tireur se tenait juste devant lui. Riley continua doucement. La communauté du renseignement voulait appeler ça un coup de chance. Il ne voulait pas que ce soit enregistré. Briggs prit une lente inspiration, les souvenirs s'écrasant fort et vite. Un nom résonna dans son esprit. Un sniper de reconnaissance des marines qui avait un jour maîtrisé la toute même méthode de réglage de canon que Riley utilisait. Un homme aux côtés duquel Briggs avait servi. Un homme à qui il avait confié sa vie. Un homme nommé Ward. Il s'approcha, les yeux verrouillés sur le visage de Riley, la réalisation se déployant avec une clarté douloureuse. « Votre père ?» Sa voix se brisa presque. « Riley, votre père était Owen Ward. » Riley baissa les yeux. Elle ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Briggs ferma ses propres yeux un instant. Quand il les rouvrit, le poids des vieilles batailles, des vieux amis et des vieux fantômes se lisait sur son expression. « Il vous a appris, » chuchota-t-il. Bien sûr qu'il a fait. Il laissa la vérité s'imprégner. Il comprenait enfin le calme silencieux, les mouvements de main, les instincts de lecture du vent, la cicatrice sous son col, le sable syrien dans son carnet. Ce n'était pas du talent. Ce n'était pas de la chance. C'était un héritage. Le respect commença à faire surface. Pas bruyamment, pas dramatiquement, mais par des changements subtils et indubitables. Et se tenait plus droit, l'expression conflictuelle. Les yeux de Keating s'adoucirent. Briggs plaça une main sur sa hanche comme pour s'ancrer, mais la tension ne s'estompa pas. Parce que maintenant tout le monde savait que quelque chose de plus grand, de plus lourd,
De bien plus dangereux que la fierté ou la rivalité était assis au centre de cette pièce. Riley Ward n'était pas juste un officier du renseignement avec un talent étrange pour le tir longue distance. Elle était la fille d'une légende, et la question que personne ne prononça à voix haute planait lourdement dans l'air. Si c'était son tir presque impossible, de quoi d'autre était-elle capable? Hay s'approcha du fusil, presque effrayé par la réalisation qui se formait dans son esprit. Il connaissait ce travail sur le canon, chaque minuscule rainure, chaque correction impossible à enseigner gravée dans l'acier. Il ne l'avait vu qu'une seule fois dans toute sa carrière, il y a des années. Des décennies plus tôt, sur une crête à la grenade, quand un jeune sniper de la force Recon lui avait sauvé la vie en prenant un tir que personne ne croyait réalisable. Le sergent-chef artilleur Owen Ward, un frère d'armes, le fantôme d'une légende, un nom gravé dans la mémoire de chaque opérateur qui avait survécu aux pires parties de Fallujah. La voix de Hay, habituellement stable comme le fer, s'amincit avec quelque chose ressemblant presque à de l'incrédulité. Ce travail de précision, qui vous a montré comment faire ça? Riley ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Briggs s'avança, s'arrêtant juste à un pied d'elle, la fixant dans les yeux comme s'il cherchait un fantôme qu'il avait connu autrefois. Sa voix sortit basse, presque brisée. « Vous êtes la fille de Ward, n'est-ce pas ?» Riley ne cligna pas des yeux. Elle ne recula pas. Elle hocha simplement la tête une fois, calme, humble, acceptant la vérité qu'elle avait passé des années à protéger. Un silence se répandit dans la pièce comme une vague lente. Pas le silence du choc, pas le silence de la peur, mais le silence de la reconnaissance, le genre qui n'apparaît que lorsque le passé entre dans le présent, portant un nouveau nom. Hay sentit sa posture changer sans réfléchir, ses épaules s'abaissèrent. Son ton s'adoucit. Il n'y avait plus de grade dans sa voix maintenant, seulement de la mémoire. « Votre père, il m'a sauvé la vie, » dit-il doucement. Fallujah l'a pris. Mais avant ça, il a porté la moitié de cette communauté sur son dos. Riley baissa les yeux, non par honte, mais par respect. Le capitaine Keating se tenait plus droite, presque au garde-à-vous. Elle avait entendu des histoires sur Owen Ward, chuchotées dans les fosses d'entraînement, transmises dans les cercles de snipers, enseignées comme une écriture sainte à ceux qui croyaient en l'artisanat plus qu'en la technologie. Son expression passa de l'analyse à la révérence. Le maître principal Briggs avala difficilement. Il s'était battu aux côtés d'Owen Ward, avait saigné à ses côtés, enterré des morceaux de lui-même quand l'homme n'était jamais rentré. Voir les mouvements de Riley, voir ses corrections, voir sa discipline, c'était comme regarder le dernier écho vivant d'un art presque effacé par le temps. La moquerie précédente de la salle s'évapora complètement. Et, autrefois arrogant et méprisant, restait maintenant figé. Plus de mots derrière lesquels se cachaient. Personne n'osait parler. Personne n'osait bouger. L'air semblait lourd, émotionnel, réel, comme si les fantômes de Fallujah et de Syrie se tenaient à côté d'eux, leur rappelant que les légendes ne sont pas toujours bruyantes, et que parfois la personne la plus silencieuse de la pièce porte le nom le plus lourd. Et maintenant, finalement, tout le monde comprenait. Il comprenait pourquoi Riley Ward était ici, pourquoi elle avait caché son passé, pourquoi elle portait l'artisanat de son père dans le silence plutôt que dans la fierté. Elle ne se cachait pas parce qu'elle craignait le jugement. Elle se cachait parce que le poids de l'héritage est plus lourd que n'importe quel fusil. La crise éclata moins de 24 heures après que l'identité de Riley fut révélée. Hay était encore en train de traiter tout ce qu'il avait appris quand le CENTCOM convoqua un briefing d'urgence. Un facilitateur de haute valeur en Afrique de l'Est, un homme coordonnant des pipelines d'armes et négociant des matériaux au potentiel catastrophique, préparait une frappe massive contre l'installation américaine à Djibouti. Les options traditionnelles étaient impossibles. La cible était profondément à l'intérieur d'un complexe montagneux entouré d'un terrain hostile et de restrictions politiques superposées. Il n'y avait qu'une seule solution. Une interdiction longue distance depuis une crête isolée à près de 2800 mètres. Hay n'hésita pas. Le lieutenant Ward prendra le tir. Briggs n'attendit pas la permission. Je suis son observateur. Hay eut l'air de vouloir s'y opposer, mais Hay le coupa avant qu'un son ne s'échappe. Lieutenant Hay, vous êtes affecté à la sécurité d'exfiltration. Hay avala difficilement, le ressentiment bouillonnant sous la surface. Mais la mission était plus grande que la fierté et tout le monde le savait. Des heures plus tard, l'équipe atterrit en Afrique de l'Est sous un ciel sans lune. L'air portait la chaleur d'une journée qui avait brûlé la vallée à vif. La crête surplombant le complexe était déchiquetée, jonchée de pierres instables qui bougeaient sous chaque pas. Mais Riley se déplaçait avec un calme exercé. Pas vite, pas imprudemment, juste avec certitude.
Briggs suivait quelques pas derrière, scannant le terrain avec les instincts las d'un homme qui avait survécu à trop de nuits comme celle-ci. Ils atteignirent leur position de planque à 2690 mètres du complexe cible. La vallée s'étendait sous eux comme une chose vivante. Les thermiques changeaient, la poussière tourbillonnait, le vent glissait à travers des couches que les instruments ne pouvaient pas entièrement mesurer. Une pression comme celle-ci brise même les tireurs expérimentés, murmura Briggs. Mais Riley ne tressaillit pas. Pendant 14 heures, elle ne fit rien d'autre qu'observer. Elle regarda comment la chaleur changeait avec la descente du soleil, comment le vent s'enroulait autour des falaises, comment la poussière montait, tombait et dérivait avec des courants invisibles. Elle construisit une carte mentale du vent plus précise que tout ce que les ordinateurs de Sutherland pouvaient fournir. Elle communiquait des mises à jour par radio, mais la tension irradiait de sa voix. Il savait qu'il avait commis une erreur quelques jours plus tôt, une conversation imprudente avec un journaliste qu'il supposait inoffensive. Il n'avait pas divulgué de détails, mais il avait donné assez de miettes pour que les analystes ennemis resserrent leur chronologie de sécurité, et cela se voyait. Juste après le crépuscule, Briggs repéra un mouvement soudain à travers la lunette. La cible apparut tôt, flanquée de lieutenants, se dirigeant vers la cour avec beaucoup moins d'avertissement que prévu. La voix d'eux se brisa à la radio. Nous avons du mouvement, plutôt que prévu. Ils savent quelque chose. Riley ne paniqua pas. Elle ne parla pas. Elle expira seulement lentement. Briggs tendit la main vers le matromètre, puis s'arrêta. Riley ajustait déjà ses cadrans, mais la correction qu'elle faisait contredisait chaque lecture numérique. Un décalage complet vers la droite, une élévation légèrement plus haute. Briggs sentit sa poitrine se serrer. Riley, les instruments disent... Elle secoua la tête une fois. Il se souvint des mots d'Owen Ward des décennies plus tôt. Fais confiance à l'air. Fais confiance à tes yeux. Sens le voyage de la balle avant de l'envoyer. Briggs baissa l'instrument. Il se pencha tout près. À toi de jouer, chuchota-t-il. Je te fais confiance. Riley s'installa derrière la lunette. Sa respiration ralentit, devenant quelque chose de mécanique, contrôlé. La vallée chatoyait sous les dernières traces de la lumière du jour. Elle regarda la cible faire un pas dans une zone de terrain découvert. Puis elle pressa la détente. Le fusil tonna à travers la crête, résonnant jusque dans la vallée. La balle s'éleva dans l'obscurité, disparaissant le temps d'un battement de cœur. Puis à un autre, 5 secondes, 6, 7, l'air changea. Les vents entrèrent en collision à mi-bande, claquant la balle sur le côté. Elle corrigea, plongea, s'enroula, se stabilisa. 8 secondes. 9, un bruit sous-métallique et faible résonna depuis le complexe, impact confirmé. Briggs expira dans une pure incrédulité. Tu l'as eu? En bas, la cour entra en éruption. Les gardes tournaient en rond, criant vers le ciel, cherchant des avions ou des drones. Ils ne regardèrent pas une seule fois vers la crête à 3 kilomètres de là. Riley ne célébra pas. Elle commença simplement à démonter le fusil et appela frénétiquement par radio. Des patrouilles bougent. Ils fouillent les lignes de crête. Vous devez vous exfiltrer maintenant. Briggs et Riley se déplacèrent dans l'obscurité, près du sol, les ombres se fondant avec les rochers. 2 fois, ils se figèrent alors que des projecteurs balayaient dangereusement près. Une fois, ils entendirent des voix à portée de bras, des soldats ennemis parcourant le flanc de la colline à la recherche du fantôme, qui venait de briser leur défense. Ils restèrent silencieux. Ils continuèrent de bouger. Au moment où ils atteignirent le point d'extraction, l'épuisement s'accrochait à leur corps comme une seconde peau. Mais ils y arrivèrent. Et des heures plus tard, à l'intérieur d'un canal sécurisé du JSOC, la confirmation arriva. La cible ne coordonnait pas seulement des attaques. Il préparait des matériaux pour une frappe radiologique visant 8000 Américains stationnés à Djibouti. Le tir de Riley n'avait pas seulement éliminé une menace. Il avait arrêté une catastrophe. Une balle, une distance impossible, un lieutenant silencieux qui portait un héritage que le monde avait presque oublié. De retour au JSOC, l'atmosphère passa de la tension à quelque chose de bien plus lourd. Les analystes du renseignement assemblèrent les communications interceptées, les routes d'approvisionnement perturbées, les transactions gelées. Au final, il n'y avait aucun doute. Le tir de Riley avait empêché une catastrophe radiologique qui aurait déchiré la base de Djibouti et tué des milliers de personnes. Ce qu'elle avait fait en 9 secondes avait changé le cours de toute une région. Pourtant, Riley n'en parla pas. Elle ne demanda pas quelle était l'ampleur de l'impact. Elle écouta simplement, hocha la tête une fois
et porta le poids tranquillement sur ses épaules. Elle n'était plus le même homme qui s'était moqué d'elle quelques jours plus tôt. Il se tenait devant elle dans un couloir calme, sa posture n'étant plus défensive ou fière, mais humble, presque incertaine. Il prit une inspiration, puis dit « J'avais tort. Pas d'excuses, pas de diversion, juste la vérité. » Il lui raconta que son oncle avait servi à Fallujah, un officier des marines sorti d'une zone mortelle par nul autre que le sergent-chef artilleur Owen Ward. « Votre père a sauvé ma famille, » dit-il. « J'aurais dû respecter ce nom dès le début. » Riley accepta les excuses avec la même grâce calme qu'elle portait partout. Pas d'amertume, pas de jugement, une simple reconnaissance entre deux personnes qui se comprenaient enfin l'une l'autre. Quelques jours plus tard, l'amiral l'appela dans son bureau. La pièce était vide à l'exception d'une seule boîte vitrine sur la table. À l'intérieur reposaient les plaques d'identité de son père, ses notes de terrain abîmées et une photographie délavée de High, Brigg et Owen Ward debout côte à la grenade. La voix de High s'adoucit en la lui tendant. « Je lui ai promis de veiller sur vous, » dit-il doucement. « Il m'a demandé de vous transmettre ceci quand vous seriez prête. » Riley toucha le verre, son pouce traçant la vieille photographie avec une tendresse qui portait des années de souvenirs inexprimés. Brigg arriva ensuite, portant le fusil de l'héritage. Le vieux M107 usé par la bataille, réglé avec la même méthode éteinte que Riley avait reconnue le premier jour où elle avait touché son propre fusil. La crosse avait été refinie, mais les gravures restaient. La lignée de l'artisanat, les noms des hommes qu'il avait portés, finissant maintenant par le sien. « Ceci vous appartient, » dit Brigg. « Votre père faisait confiance à l'artisanat. Maintenant, c'est à vous de le porter vers l'avant. » Des semaines plus tard, Riley Ward marchait sur le terrain de Quantico avec un nouveau but. 18 étudiants de différentes branches l'attendaient sur la ligne de tir, jeunes, déterminés, affamés d'apprendre. Elle posa le fusil de l'héritage sur la table à côté du carnet de terrain de son père et parla de sa voix calme. « Rien d'important ne se trouve dans vos applications balistiques, » dit-elle. « La vraie force est silencieuse. Le respect se gagne dans le silence après le tir. Et les héritages ne s'héritent pas, ils se portent. » Alors que le vent dérivait à travers le stand, ces mots s'installèrent dans les cœurs de la prochaine génération. Et quelque part dans ce moment, l'arc que Riley avait un jour appris dans l'ombre trouva une nouvelle maison dans la lumière. La plupart des héros marchent parmi nous silencieusement. Vous ne savez jamais quel visage calme porte des décennies de courage, ou quel uniforme ordinaire cache un héritage bâti sur le sacrifice, la discipline et le poids silencieux de choix fait loin de chez soi. Riley Ward n'a jamais demandé de reconnaissance, n'a jamais cherché d'applaudissements, et n'a jamais cherché à être autre chose que ce que son père lui avait appris à être. Stable, préparé et humble dans les moments qui comptaient le plus. Son histoire est un rappel que la grandeur arrive souvent sans annonce, portée par des gens qui n'attendent rien et donnent tout. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cohésion Interne pour découvrir d'autres récits de femmes d'exception dans les forces armées. Ces histoires gardent le courage vivant pour les générations à venir.